Donc la méthode Coué, elle est assez basique dans l'ensemble. C'est simplement « je vais bien, tout va bien ». Mais il y a un sketch de Danny Boone là, qui dit « je vais bien, tout va bien » et instantanément il se met à pleurer. Donc ça ne va pas si bien que ça. Donc il y a des limites malgré tout. Si on veut aller bien, il y a des règles à respecter. Et ces règles-là, on va le voir tout au long de la soirée, c'est une bonne compréhension de notre fonctionnement. Si je n'ai pas déjà la compréhension de comment fonctionne mon esprit, comment moi je fonctionne, quelles sont mes limites, quels sont mes enthousiasmes, quels sont mes freins, eh bien automatiquement je ne peux pas progresser, puisque je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors l'idée, c'est de commencer à apprendre, à connaître comment je peux fonctionner. Erickson, c'était un psychiatre américain qui a attrapé la polio, il avait 17 ans. Donc, très handicapé, il était sur un fauteuil roulant et il avait une infirmière qui, avec simplement son bagage d'infirmière, pas psychiatre, pas psychologue, lui a dit « Mon petit gars, si tu veux t'en sortir, c'est pas la peine d'aller voir un médecin, tu peux y aller aussi, mais si tu veux t'en sortir, tu dois te débrouiller par toi-même. Tu es assez fort pour le faire. » Donc il s'est débrouillé, il a réussi à être médecin, à être psychiatre sur son fauteuil roulant. Après, il a même réussi à marcher, même s'il marchait mal, mais il y arrivait. Donc il a démontré que potentiellement son mental était suffisamment fort pour arriver à se transformer et à progresser. Ça a été un génie dans la mesure où il est allé à l'inverse de la philosophie globale qui existait à l'époque, c'est-à-dire il était contemporain de Freud, de Jung, etc. Donc ces gens-là disaient, c'est nous les médecins, nous possédons la vérité, nous possédons le savoir, donc nous devons orienter les gens de telle ou telle sorte. Avec son expérience, lui il dit, moi je vais faire l'inverse. Ce que je propose, ce n'est pas du tout rationnel, puisque je vais démontrer, je pars du principe que chaque personne a la capacité pour se sauver elle-même. Réponse des opposants, oui, mais à ce moment-là, on n'a pas besoin d'être là. Si tout le monde a la capacité de se sauver soi-même, eh bien, on arrête et on va vendre des gaufres. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui ont envie de pouvoir être orientés par le praticien pour trouver eux-mêmes des solutions. Donc l'hypnose ericksonienne, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a le savoir, il y a quelqu'un qui va proposer des orientations, et en fonction de ce qu'on peut faire, eh bien la personne va trouver ses propres solutions à travers l'hypnose. Ce n'est pas de la psychanalyse, on est toujours dans un mode d'esprit modifié, de conscience modifiée. Alors, cette notion de conscient et d'inconscient, elle est très floue. Elle est tellement floue que même certains scientifiques ne reconnaissent pas le conscient ou l'inconscient. Les neurosciences, par exemple, analysent le cerveau, mais dans cette analyse-là, il n'y a pas de notion de conscient ou d'inconscient. Donc c'est plutôt une notion psychanalytique. On ne fait pas de psychanalyse, mais c'est important quand même de comprendre le fonctionnement de notre personne. Le conscient, c'est tout ce qu'on analyse. Donc ici, vous êtes avec votre conscient. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore en état d'hypnose. Donc, vous avez la capacité de réagir, d'analyser ce que je vous dis, d'être d'accord ou pas d'accord. Bon. Tout ce qui est analytique, structuré, c'est l'ordre du conscient. On le verra tout à l'heure en détail. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai mis le conscient 15%. C'est très flou. Parce que vous trouverez dans certains ouvrages, ça va de 30 à 5%. Il y a même des théories où le conscient ne serait que 5% de notre fonctionnement. Et puis, l'inconscient, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas conscient. On verra tout à l'heure un petit peu plus en détail. Ce que je vais vous dire, c'est faux. C'est faux parce que maintenant, avec les neurosciences, on s'aperçoit que c'est hyper plus compliqué que ça. Mais ça a été vrai pendant 100 ans, et puis c'est plus facile à comprendre. On dit que le cerveau gauche, c'est le conscient.
On a deux cerveaux comme les noix, hein. Il y a un cerveau à gauche, un cerveau à droite. Le cerveau gauche, c'est le conscient, c'est-à-dire l'élément qui va définir la structure. Je vous parle avec des règles grammaticales qu'on a appris ensemble. Ces règles elles sont françaises, donc on est structuré de la même façon, donc on se comprend. Ça, c'est structuré. 2 plus 2, ça fait 4, c'est la structure. C'est l'esprit rationnel, mais c'est aussi le centre du langage. Donc, pourquoi le langage? C'est parce que le langage égale structure. Et c'est aussi un élément qui apparaît à la petite enfance, au bout de quelques mois, lorsque le nourrisson commence à s'apercevoir qu'il est différent de sa mère. Les premiers mois, le nourrisson, c'est sa mère. Il sort de son ventre, donc c'est la même personne. Il n'a pas de différenciation. Et puis progressivement, à travers le relationnel, à travers le fait de distinguer d'autres personnes, ce nourrisson va dire « mais j'existe moi aussi. Je suis différent de maman, je suis différent des autres. Donc je peux me différencier à travers une structure que je vais mettre en place. » Eh bien c'est l'ordre du conscience. Voilà. Vous voyez là, c'est un petit dessin. Spontanément comme ça, tac tac sans réfléchir, je vois pas. Allez, on essaye. Un calice, 2 visages. Voilà. Hein? Spontanément, votre cerveau est allé se caler sur ce qui l'intéressait. Si vous voyez un calice, un vase, eh bien, ça veut dire que vous êtes à prédominance, cerveau gauche, parce que ce dessin-là représente la structure. Si vous voyez spontanément 2 visages, ça veut dire que vous êtes prépondérant, cerveau droit, parce que là, vous avez intégré la notion de émotionnel. Voilà. Et puis après, hop, vous vous êtes calé, et puis vous avez vu qu'il y avait aussi, on pouvait interpréter aussi cerveau droit, cerveau gauche, puisqu'on est, évidemment, on est les deux. Hein. Mais spontanément comme ça, votre cerveau a envie d'aller voir ce qui l'intéresse. Tout à l'heure, si on a le temps, on pourra développer un peu ça. C'est que notre cerveau, à travers nos 5 sens, va interpréter le monde. On a tous un sens principal. Les gens qui ont plutôt le sens du toucher, eh bien, ils vont sentir, ils vont percevoir. Et puis ceux qui sont plutôt avec la vue, ils vont tout de suite se caler sur la vue. Mais on a quand même 5 sens qu'on utilise. Ces 5 sens perçoivent le monde de façon identique. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui voient le monde différemment. Comment ça se fait? Ce n'est pas que leurs yeux ont vu différemment, c'est que le cerveau a interprété différemment ce que l'œil a vu. Donc c'est bien le cerveau qui génère l'interprétation, qui génère sa propre vérité. Ce n'est pas le monde qui change, c'est ma façon de le regarder. Et bien, tout le travail qu'on va faire justement, alors il n'y a pas que l'hypnose, hein, tout le travail qu'on peut faire en développement personnel, il y a plein de techniques modernes maintenant qui sont intéressantes, tout ce travail-là va consister à comment j'interprète le monde, et si ce monde ne me correspond pas, ne me convient pas, comment je peux faire pour qu'il soit acceptable. Le monde, il ne change pas. C'est mon regard sur le monde. Voilà. Donc, dans le cerveau droit, c'est une partie imaginaire. Tout à l'heure, madame, vous avez posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont sensibles et d'autres moins sensibles à l'hypnose? Eh bien, on s'aperçoit que les personnes qui ont un imaginaire beaucoup plus développé seront plus sujettes à l'hypnose. Tout simplement parce qu'elles sont capables d'imaginer, de visualiser, de créer à partir des métaphores que propose le praticien, ou que vous allez vous créer vous-même si vous faites de l'auto-hypnose. À partir de ces métaphores-là, vous allez vous créer un nouveau monde, un nouveau comportement. Donc c'est vrai que les personnes qui ont un imaginaire plus développé, donc peut-être on va dire plus cerveau droit, sont plus portées sur l'hypnose.
chose. Mais ça, c'est pas un blocage non plus. On peut être cerveau gauche et puis être aussi très très bon en hypnose, tout simplement, parce que c'est plus complexe que ça et qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le cerveau droit, c'est-à-dire quelque part l'inconscient, voit le monde dans sa globalité, puisqu'il n'a pas d'esprit d'analyse. Il ne sait pas distinguer la différenciation. Si je n'ai que mon cerveau droit, ici, et j'observe ce que vous êtes, eh bien, je vais voir des couleurs, je vais voir des visages, mais je ne vais pas faire la différence entre c'est une dame, c'est un monsieur, il a des cheveux, il n'a pas de cheveux, etc. C'est simplement la globalité. Après, j'intègre avec mon cerveau gauche, ah oui, mais c'est une dame parce que. Donc je suis obligé de raisonner. C'est un monsieur parce que. Et puis après, on peut définir encore d'autres éléments. Mais dans la globalité, comme ça, eh bien je vois une foule et je vois des gens sympathiques, pas sympathiques, qui sont attentifs, qui ne sont pas attentifs. Ça, c'est mon cerveau droit, parce que c'est l'émotionnel qui va parler, mais toujours dans la globalité. Alors, s'il y a une chose que vous devez retenir ce soir, c'est ça. Une. Comme l'inconscient ne connaît pas la structure, il ne connaît pas la forme négative. Quand vous dites à un petit enfant, tu n'as pas de raison d'avoir peur, un petit enfant ou pas d'enfant, ou si vous le dites à vous-même, tu n'as pas de raison d'avoir peur, pas de structure, peur, c'est tout ce qui reste. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Pam, pam, 3 fois. Et là, il pleure encore davantage. Parce que son cerveau ne retient que ça, peur. Donc, comment on va faire maintenant pour modifier notre comportement? Alors, par rapport à l'enfant, mais vous allez voir que c'est très très important par rapport à nous-mêmes. À la différence de petits dessins que j'ai mis, j'ai trouvé ce regard d'enfant, il est magnifique. Il est magnifique parce qu'il a confiance. Il a confiance. Il est calme et il se sent en sécurité. Voilà. Donc dans notre langage, par rapport aux enfants, mais par rapport aux autres personnes, et vous allez voir qu'il y a une incidence sur vous-même après, eh bien, si vous modifiez vos paroles, vos mots, vous allez vous apercevoir que les autres ont une interprétation positive. Le petit enfant, vous voyez bien qu'il a peur, c'est une évidence. Eh bien, vous l'enveloppez de bienveillance et confiance. Tu peux être calme, c'est fini, tu es en sécurité. Et si vous rajoutez un petit bisou, alors là, c'est merveilleux. Voilà. Et du coup, c'est fini. Et il repart jouer. Si vous dites, pourquoi tu as peur? Bon, il ne repart pas jouer parce qu'il a encore plus peur. Vous voyez? Alors, vous allez faire cette expérience. Mais dans les mots qu'on utilise, il y a toujours des éléments négatifs. Alors, si on prend conscience de ça, on revient en arrière, et à chaque fois à chaque fois que vous allez dire des mots négatifs, eh ben, vous allez sourire, pas vous flageller, sourire, en disant « Ah, maintenant on va changer ». Et rien que ça déjà, c'est le début d'une prise de conscience, d'une évolution. Et ça change tout. C'est une merveille. Ne retenez que ça. On peut le tourner différemment. Quelque chose est difficile. Bon, si je dis à quelqu'un c'est difficile, ben déjà il n'a pas envie d'y aller puisque c'est difficile. Si maintenant, puisque l'inconscient ne connaît pas la forme négative, je peux l'utiliser positivement, ce n'est pas facile. Vous voyez? Le cerveau structuré, il va comprendre que c'est pas facile, mais l'inconscient, il entend facile, il dit bon, finalement j'y vais, puisque c'est pas difficile, c'est pas facile. Hein, je peux y aller quand même. Si je lui dis c'est difficile, il n'a pas envie d'y aller du tout. Vous voyez? C'est une tournure d'esprit, c'est une façon de penser différente qui, après, amène une espèce d'ouverture et de simplicité dans le comportement. Mais ça demande beaucoup d'expérience. Et bien, c'est pas grave.
au moins on comprend. Et puis, voilà, et à chaque fois que vous le dites, vous dites, voilà, vous souriez, vous dites, la prochaine fois, ce sera mieux. Hein? Voilà. Bien. Elle n'est pas bienveillante, cette main. Hein? Ouais, voilà. Alors, si vous avez une chose à retenir, c'est celle-là aussi. Ça fait deux choses. Hein? On l'a tous vécu, ça. Il faut que, il faut pas que. Dans notre enfance, et on s'aperçoit qu'on continue de le dire à nos enfants, et on continue de le dire tout le temps, à chaque fois que je dis « il faut que », je l'oblige à quelque chose. Ça veut dire que je lui demande de devenir ce que je veux qu'il devienne. Et je ne lui propose pas de devenir ce qu'il a envie d'être. Je lui dis, il faut que tu ressembles à ça. Il faut que tu te laves les mains. Il faut que tu dises bonjour à la dame. Il faut. Et plus je reçois de il faut, et plus je me sens écrasé. Voilà. La jeune fille que j'ai dessinée, là, elle est complètement écrasée par cette main autoritaire. Ce il faut que nous oblige à être limités. Donc, nous crée des croyances limitantes qui nous empêchent de développer notre potentiel. Et bien après, vous vous apercevez, voilà, j'ai mis quelques exemples, mais il y en a bien d'autres, hein, c'est que plus je suis écrasé par la vie, moins j'ai de motivation. Je n'ai pas d'enthousiasme puisque je suis obligé de le faire. Alors évidemment, vous pourrez me dire, lundi matin, il faut que je travaille. Bien. Si on se dit, lundi matin, il faut que je travaille, ça veut dire que j'en ai pas envie, que je ne suis pas très motivé. Donc je me repositionne dans un état de victime, soumis à ce « il faut que ». Et je peux passer ma vie comme ça, et puis après, à la fin, je serai à la retraite et j'aurai fait que il faut que j'aille travailler. Si au contraire, maintenant, je prends conscience qu'en tant qu'être adulte, je comprends très bien qu'il est nécessaire d'aller travailler pour trouver de l'argent. Bon. Et puis s'épanouir, et puis créer quelque chose. Donc je vais changer mon regard. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a vu, je ne peux pas changer le monde, mais je peux changer mon regard sur le monde. Attendez, juste un petit instant. Le lundi matin, au lieu de dire « il faut que j'aille travailler », je prends conscience que c'est une nécessité sociale, que j'en ai besoin, et que si je l'interprète différemment, je vais pouvoir peut-être m'épanouir et voir les choses différemment. C'est-à-dire que je vais travailler parce que je suis obligé, que mon directeur il n'est pas forcément sympa, hop, je change. L'être adulte et libre que j'ai envie de devenir, comment je vais le voir? Comment je vais interpréter le comportement de cet homme, puisque maintenant je deviens libre de le regarder différemment. Je vais travailler. Je vais travailler parce que j'ai conscience que c'est une nécessité sociale et que c'est comme ça. Mais je vais travailler. Vous voyez? Et automatiquement, la motivation, elle est un petit peu supérieure. Ça ne va pas bouleverser le monde. Ça va simplement changer votre regard sur ce monde qui va devenir acceptable et pourquoi pas même devenir très agréable. Parce qu'on a la capacité de changer. Donc, procrastination, c'est le fait de reporter en permanence les choses obligatoires, et donc je ne suis pas motivé, et je le ferai demain, je le ferai demain. La notion d'échec, de colère, et aussi ce qui est très important, et ce que je vois souvent au cabinet, ce sont les addictions. Toute forme d'addiction. Quelle que soit l'addiction, il y a des grandes chances qu'il y ait deux éléments qui ont généré l'addiction. C'est ce « il faut que » là, c'est-à-dire ce manque d'épanouissement, et l'insécurité de l'enfant. Un enfant qui vit l'insécurité transforme cette insécurité en addiction plus tard. Le cerveau a besoin de compenser, et donc il va compenser avec l'addiction.
Donc, deuxième chose, si vous voulez retenir, oubliez le il faut que, et vous allez voir que là c'est encore plus difficile, parce qu'on est en permanence en train de dire, et bien vous souriez une deuxième fois, et puis vous dites, voilà, la prochaine fois je te trouverai autrement. Alors, on fait un jeu, tiens. Comment vous allez remplacer le il faut que? Allez. Je choisis de. Alors j'ai la chance, c'est parce que vous avez un caractère très optimiste. Parce que j'ai la chance d'aller travailler quand le patron c'est un chieur. Voilà. Mais c'est bien que vous êtes optimiste. Très bien, j'ai la chance. Je peux, je vais, voilà. Donc ce serait bien aussi. Ouais. Il y en a plein. Nous, on s'est résumé à il faut que. Alors nos parents, nos instituteurs ne sont peut-être plus là, mais on est tellement formatés que c'est nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est le conscient. Hein. C'est ce conscient-là qui prend le rôle de l'autorité, de la structure, et qui dit, qui me dit à moi-même, il faut que. Voilà. Alors on balaye, on l'élimine, et maintenant je m'épanouis dans je vais, je décide que, c'est bien pour moi, il y en a plein. Alors, si vous avez une chose à retenir, c'est ça. Oui, mais vous avez l'esprit suffisamment ouvert. C'est possible. Voilà. Ça s'appelle, Karpman, le terme c'est le triangle dramatique. Ça veut dire que tant que je suis dans ce triangle-là, je ne peux pas évoluer. Et naturellement, de par notre culture, de par notre comportement un peu animal, eh bien, on se place là-dedans. C'est un peu comme avec les 5 sens, on a un poste préférentiel. Hein. Il y en a qui aiment bien se positionner dans la notion de victime, d'autres c'est plutôt des sauveurs, et puis même si c'est pas très valorisant, il y en a qui aiment bien se positionner dans le rôle de persécuteur. En sachant qu'on est les trois à la fois. Ça dépend des gens et ça dépend des fois. Voilà. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui a plutôt une envie d'être sauveur, de par son comportement, de toujours rendre service. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils ont envie de sauver le monde, même si le monde n'a pas besoin d'eux. Mais ils ont envie de le sauver. Eh bien, naturellement, il y a quelques personnes qui vont se positionner en victime. On ne sait pas pourquoi. Naturellement, ça se place comme ça. Pour être sauvé de quelque chose, pour recevoir le service, etc. Et puis, il y a des victimes aussi. Et puis, dans un service, par exemple, au travail ou autre, des gens qui ont des comportements de victimes, naturellement, vont trouver un persécuteur, parce que c'est tellement plus facile. Alors, j'ai mis des flèches dans tous les sens. Simplement, c'est que on est toujours en permanence en train d'être plus ou moins victime, plus ou moins sauveur et plus ou moins persécuteur par rapport à quelqu'un. Tant que je suis dans ce triangle, je l'ai mis rouge exprès, tant que je suis dans ce triangle, aucune évolution possible socialement. C'est un triangle infernal. Donc l'idée, c'est de comprendre, ça c'est de l'analyse transactionnelle, hein. L'idée, c'est de comprendre que si j'ai en face de moi un persécuteur, pas de problème. Tu as envie de jouer le persécuteur, mais moi, je ne joue pas la victime. Je ne reconnais pas ça. Je sors de ce rôle. Vous voyez ? Et inversement, pour le sauveur, s'il y a quelqu'un qui est toujours en train de vous rendre service, machin, même si vous ne demandez rien, ok, tu as besoin de ça, je respecte. Mais je ne suis pas ta victime. Par la conscience. Comment fait-on par la conscience? Déjà de comprendre les relations humaines, et une fois qu'on a compris que je ne peux pas rester dans ce triangle, on va voir pourquoi. C'est un triangle qui est très confortable, puisqu'on est habitué, depuis des années, on est habitué à vivre dedans. Hein. On est habitué parce que, par exemple, on va donner un exemple de programmation de la petite enfance, par exemple. La petite fille, voilà, le petit bébé, la petite fille ou le petit garçon, on s'en fiche, pareil, s'aperçoit que lorsqu'elle pleure, sa maman la prend dans les bras et lui fait des grands câlins.
relation tout à fait normale. Sauf que la petite fille, à chaque fois qu'elle a besoin d'un câlin, elle ne va pas réclamer un câlin, elle va pleurer. Elle va se positionner dans le rôle de la victime pour que sa mère soit le sauveur. Le papa arrive le soir, il est énervé, c'est un schéma, c'est pas tous les papas, attention. Je me méfie. La petite fille, elle pleure, et le papa, ça l'énerve. Persécuteur. Donc la petite fille, elle ne va pas continuer à pleurer, puisque son rôle, son besoin, c'est d'être aimée du papa. Donc au contraire, elle va minauder, elle va sourire, elle va jouer autour du papa, et là, elle va recevoir l'amour et le câlin dont elle a besoin. Donc, la programmation du cerveau fait que, en fonction des gens qui sont autour de moi, le petit enfant va s'adapter et prendre tel ou tel rôle. Voilà. Donc ça, c'est un comportement un petit peu animal, on va dire. C'est spontané, c'est instinctif. Si on a besoin maintenant de sortir de ce rôle, c'est déjà prendre conscience que c'est un rôle, ce sont 3 rôles qui sont pervers, qui n'amènent à rien, et donc qui m'empêchent d'évoluer. Vous voyez ? Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu ces notions-là. La zone de confort. La zone de confort, ça correspond à faire ce que je suis habitué de faire depuis des années. Voilà. C'est-à-dire que le petit enfant s'est programmé son cerveau, et on sait que la programmation du cerveau, maintenant, elle se fait dans les 3 premières années de la vie. Alors évidemment, le cerveau évolue quand même, mais la programmation forte, elle se fait dans les 3 premières années de la vie. C'est là que le cerveau de l'enfant va définir ses relations, justement. On revient au triangle. Mais tout le reste aussi, c'est-à-dire je copie papa, je copie maman, et donc je vais me développer ma personnalité en fonction de ça, et en fonction des il faut que je reçois. Donc ça, ces comportements d'il y a des années, eh bien on dit c'est ma zone de confort. Ok. Je fais comme d'habitude, mais je ne suis pas heureux. Je ne suis pas bien. Il me manque quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Donc, le fait d'être dans ce train-train quotidien, je me lève le matin, le petit-déj, toujours pareil, ce sont des rituels. On est en permanence en train d'exécuter des rituels. Ces rituels-là sont rassurants parce que c'est toujours pareil. Sauf qu'ils ne sont pas épanouissements parce que c'est toujours pareil. Donc j'ai besoin, mon cerveau, et en particulier mon inconscient, qui est la spontanéité, qui est la créativité, qui est la recherche, qui est l'enthousiasme, le goût de la vie, mon inconscient, il a besoin d'autre chose. Mais le conscient dit non. Moi, il y a des années que je fais comme ça, il n'y a aucune raison que ça change. Parce que si ça change, je me sens en insécurité. Je ne me sens pas si bien que ça. Bon. À moyen terme, cette zone de confort-là nous amène des regrets, de l'insatisfaction, et à long terme, eh bien, on peut s'apercevoir que ça amène à des choses dramatiques ou à des maladies, parce que c'est notre cerveau qui génère les maladies. Comment je peux faire pour sortir ? Pour sortir de ce triangle et de cette zone de confort, je suis obligé de prendre des risques. C'est-à-dire d'accepter, oh, je vais là-bas, mais je ne sais pas où ça va, et je découvre. Je découvre quelque chose que je ne connais pas. Et donc, je suis, quelque part, un peu en insécurité, mais je l'accepte. Je l'accepte parce que j'ai besoin de m'inventer une autre vie, j'ai besoin de créer quelque chose. Vous voyez, c'est une espèce de conflit interne où d'un côté, je suis très mal dans mes habitudes, dans mes rituels, et de l'autre côté, je ne suis pas très confort parce que je change. Donc ça demande un effort. Et puis après, on s'aperçoit que cet effort, finalement, il amène quelque chose d'intéressant, de la nouveauté, mais aussi des relations humaines qui sont différentes, peut-être plus favorables, plus agréables. Et à la fin, quand je suis vraiment à l'aise dans cette idée que j'ai envie de changer, c'est une satisfaction incroyable. Parce que j'ai réussi.
j'ai balayé le il faut que et je suis devenu ce que j'ai envie d'être. Au plus profond de moi, de mon esprit, de mon cœur, j'avais envie de ça et il me fallait faire un effort pour sortir de là, pour changer ça. Donc, la progression, l'évolution personnelle ne peut venir qu'à travers cet effort, donc, quelque part, cette acceptation du risque, d'un certain risque. Attention, hein, on ne va pas partir dans les grands délires non plus, parce qu'on peut prendre des risques un petit peu, puis hop, on revient dans sa zone de confort. Hein, c'est ça. Dans l'auto-hypnose, on en parlera tout à l'heure, c'est pas on fonce, hein, parce qu'on fonce et on se casse la gueule, c'est sûr. Mais on fonce, et puis, je reviendrai, je reviens comme ça, et puis après, le lendemain, je vais un petit peu plus, et on revient progressivement. Mais ça veut dire qu'il y a une nécessité d'avoir cette envie de changer, de rituel, et de prendre des risques quelque part. Alors là, on commence à devenir intéressant. C'est ce cercle vertueux, le cercle de la réussite. On va commencer par la carotte. Donc, ce soir, vous êtes là, ça veut dire que vous avez un certain enthousiasme, envie de changer, envie de comprendre et envie de découvrir quelque chose. Ça, c'est la carotte. Bon. À partir de ce soir, de demain, vous allez mémoriser peut-être 1, 2, 3 choses. Voilà. Et puis, vous allez les expérimenter. Et puis, vous allez dire, finalement, c'est pas mal. Il n'a pas dit que des sottises, ce mec. Alors, hop, il y a une action qui va se faire. Petite action, on y va doucement quand même, hein, petite action. Et petite action égale réussite. Petite réussite. Donc, si j'ai fait une petite réussite, je peux me permettre d'augmenter ma motivation. Etc., etc., etc. Je suis sorti totalement du triangle infernal et je suis dans le cercle de la réussite. Voilà. Toujours avec prudence, on se laisse le droit de revenir en arrière, on se laisse le droit de ne pas réussir tout de suite. Tout ça, c'est dans l'ordre des choses. Hein. Aucune pression. C'est simplement avoir l'idée que c'est possible. Et que si c'est possible, j'ai le droit d'essayer. Alors, on va parler de l'effet placebo. Ce que le cerveau imagine devient une réalité. On l'a évoqué tout à l'heure, à travers les 5 sens. Le monde, il est ce qu'il est, et je le vois en fonction de mes propres capacités et aussi en fonction des émotions que je ressens à ce moment-là. Eh bien, l'effet placebo, c'est on donne un médicament, vous êtes malade, le médecin vous donne un médicament, il vous dit ça va aller, vous allez voir, vous n'aurez plus mal à la tête, ok. Mais dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de matière active. Donc il y a juste la gélule, et vous attrapez la gélule, et puis vous allez beaucoup mieux, et au bout d'un quart d'heure, vous n'avez plus mal à la tête. Bien. C'est intéressant, parce que ça démontre que Erickson avait raison. Les scientifiques, et en particulier dans le corps médical, où on ne tient pas compte, ou très peu, de l'inconscient, eh bien, tous les protocoles d'homologation des médicaments passent obligatoirement par cette expérimentation de placebo. C'est-à-dire qu'il y a... j'ai oublié le trait, je crois que c'est 30%. Il y a 30% de personnes qui reçoivent du placebo. Mais on leur dit que c'est le vrai médicament qui va les sauver, qui va les guérir. Et puis les autres qui reçoivent le vrai nouveau médicament en expérimentation. Eh bien, on s'aperçoit que c'est moitié-moitié. Et dans moitié-moitié, ceux qui ont reçu le placebo, il y a 30% qui sont guéris ou en voie de guérison, en voie d'amélioration. Donc là, puisqu'ils n'ont rien reçu, dans la gélule il y avait du sucre, ou n'importe quoi, donc ça veut dire que c'est 30% de la population, c'est auto-guéri, auto-amélioré. Ceux qui ont reçu le médicament, eh bien on peut considérer qu'il y a aussi les mêmes 30% qui se sont auto-améliorés et 40% qui ont vraiment reçu la molécule, donc qui vont mieux grâce à la molécule. Ça veut bien dire que notre cerveau est capable de générer la libération
de générer une forme de guérison. Vous voyez ? Simplement parce que je pense, je me crée ma propre vérité, eh bien, je deviens cette vérité-là. Ce que le cerveau imagine devient sa vérité. Voilà. Dans les séances d'hypnose, et puis d'auto-hypnose, si vous avez envie d'en faire après aussi, dans ces séances-là, on s'adresse à l'inconscient. L'inconscient ne voit que des images et des symboles. Donc, je raconte des histoires. En fait, je suis un raconteur d'histoires. Des histoires que vous pourriez raconter à vos enfants. Hein. Et d'ailleurs, je vous incite à le faire. Des bonnes, il faut bien choisir les histoires déjà. Parce que si vous choisissez bien l'histoire et que le soir, vous racontez des histoires à vos enfants, eh bien, vous allez voir qu'ils se mettent eux-mêmes en état d'hypnose. Et donc, ils se construisent, puisque vous leur permettez d'avoir, à travers leur imaginaire, de pouvoir se créer, de devenir une princesse, de devenir un prince, un Zorro, n'importe. Voilà. De prendre ces rôles sociaux qu'ils sont en train de découvrir. Eh bien, si à travers ces histoires-là, vous leur permettez de se créer comme ça, vous leur permettez de grandir. Vous voyez ? Et comme ça, ils n'iront pas voir un psy après, parce que la maman et le papa auront fait le travail positivement. Ou la grand-mère ou le grand-père. Hein ? Voilà. Alors, l'effet placebo, donc c'est ça. Hein, c'est de pouvoir proposer à notre cerveau qu'il est capable de se guérir lui-même à travers une métaphore. Une métaphore, par exemple, qui va développer la confiance en nous. Eh bien, la personne est sous hypnose, on va lui raconter l'histoire qu'elle voit sur un écran, une princesse, et que c'est elle qui crée son propre film. Et donc, elle va imaginer, visualiser cette princesse, cette héroïne, qui, au fur et à mesure, va grandir, va évoluer, et après, on fait un rapprochement, et c'était elle la princesse. Et quand les gens reviennent en état ordinaire de conscience, ils ne disent pas c'était la princesse, ils disent j'ai fait ça. Vous voyez ? Et donc, simplement, par la proposition, la suggestion, on va amener le comportement de notre cerveau à changer. C'est le même effet que l'effet placebo. Voilà. Rassurez-moi, vous n'êtes pas en état d'hypnose, là. Non, c'est bon ? Oui ? Je peux continuer ? Très bien. Alors, maintenant, on parle là maintenant de l'auto-hypnose. Hein. Il y a des limites, et les limites, ce sont les limites du comportement de notre cerveau, de son fonctionnement. Le fait de dire, je vais essayer de ne pas avoir de comportement négatif, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il vaut mieux dire « aie confiance » plutôt que de dire « n'aie pas peur ». Ça, c'est bien, mais il y a tellement d'années que mon cerveau est programmé comme ça, que lui, il n'a pas envie de changer tout de suite. Je veux bien, mais laisse-moi le temps. Donc, dans la compréhension de notre évolution, il est nécessaire aussi d'accepter de prendre du temps. Même d'arrêter. Et même de reculer. Comme les petits-enfants. Si vous avez l'expérience des enfants, eh bien vous apercevez que certains enfants se remettent à sucer leur pouce. Si vous dites « Oh, t'es grand quand même, tu vas pas faire ça », vous lui interdisez de régresser. Ok, il obéit. Il faut qu'il obéisse. Mais quand il sera adulte, il va être fumeur. Voilà, parce qu'il aura besoin de sucer autre chose. De toute façon, il va sucer sa cigarette. Là. Si au contraire, vous êtes dans la bienveillance en disant « Bon, t'es grand, mais bon, allez, suce ton pouce tant que t'en as besoin, puis tu vas t'apercevoir que ça ne va pas durer. » Au bout d'1 minute, hop, il est reparti jouer. Il a fermé sa parenthèse. Il avait besoin de finir son cycle. Et donc, automatiquement, si vous lui permettez de finir son cycle, ok, ça c'est fait, je passe à autre chose. Oui. Et bien nous, c'est pareil. Même adulte, on doit se donner cette capacité de revenir en arrière, d'expérimenter des choses, c'est-à-dire de sortir de la zone de confort,
Mais après, d'accord, j'ai expérimenté, maintenant je me calme un peu, je fais le point, et puis on repartira quand je me sentirai en sécurité. Voilà. Donc ça, c'est très important, de pouvoir se laisser du temps. Alors ce travail-là, ça nous amène évidemment de la cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire la cohérence? Ça veut dire que je suis en accord entre mon mental, mon cœur, et la réalité de la vie. Si ces trois éléments-là sont à peu près convenables, ben je me sens bien. Voilà. Si au contraire, eh bien, je suis en conflit parce que mon cœur voudrait ça, mais ma réalité ou ce que je vois de ma réalité, j'arrive pas à trouver cette adéquation-là, eh bien, je suis en conflit. Si je suis en conflit, je suis en souffrance, donc, automatiquement, je ne vais pas bien. Alors, progressivement, on va arriver à cet état de cohérence qui nous permet de vivre normalement bien, c'est tout. On ne va pas chercher à faire des miracles, mais juste normalement bien. Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'auto-hypnose? Il est nécessaire d'avoir une formulation affirmative. Notre cerveau a besoin de choses précises. Donc, c'est affirmatif. Il n'y a pas de « je ne veux pas que ». Non. Si vous dites, si quelqu'un dit « je ne veux plus fumer »,« je ne veux plus ça, je ne veux plus ça », il n'arrivera pas parce que son cerveau, il dit « tu veux plus ça, mais qu'est-ce que toi tu veux ?» Voilà. Alors, tournure de phrase affirmative, je veux être libéré du tabac. Je veux ça. C'est mon souhait. Hein? Voilà. Donc les phrases affirmatives. Après, rester crédible. C'est évident que si, par l'enthousiasme, je dis, maintenant j'ai envie de sauter 2 mètres de haut. Oh, d'accord. Mais on n'est pas entraîné. Donc c'est pas crédible. Mon cerveau va dire, non, je ne joue pas à ce jeu-là parce que c'est pas crédible. Donc il y a la nécessité de descendre un petit peu là-bas. Et puis de dire, bon, je ne suis pas entraîné, peut-être on va commencer par 40 et puis on verra comment ça évolue. Hein? Voilà. Mais notre ego, lui, il a toujours envie de faire plus. Et ouais, je suis capable d'eux, j'ai envie d'eux, je me compare aux autres. Donc automatiquement, si je me compare aux autres, eh bien j'ai envie d'être supérieur aux autres. Et plus j'avance, et plus je me casse la gueule parce que j'ai été trop loin. Donc il y a ce besoin-là de trouver quelque chose où je peux être encore crédible et permettre d'évaluer correctement la progression. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, dans cette progression, elle n'est pas linéaire. On pourrait imaginer qu'une progression, ce soit comme un escalier, mais un escalier qui n'est pas droit. Et puis dans cet escalier, on va se donner le droit de faire des paliers pour se reposer. Et on va même se donner le droit de redescendre quelques marches parce que je n'avais pas bien assimilé et que je suis monté trop vite, alors je m'accorde ce droit. Si je suis dans cette sagesse de comportement, eh bien la progression elle va être plus simple. Si je veux aller trop vite, eh bien, je vais tomber. Et comme je tombe, je suis démotivé et je recommence plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise des images? Les images, c'est tout simplement parce que notre inconscient ne connaît pas les raisonnements, donc la structure, et ne connaît que l'image et le symbole, et les émotions qui sont liées à ça. Si j'écris le mot pomme et que je dessine une pomme, votre conscient va lire pomme et votre inconscient va voir la pomme. Si je demandais à mon inconscient qu'est-ce qui est écrit là, il dirait c'est des lignes, simplement. Hein? Mais il voit la pomme. Eh bien, c'est la même chose, c'est que je vais utiliser des images, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en état d'hypnose, je raconte des histoires et que ces histoires, il y a plein d'images, plein d'illustrations, de façon à ce que le mental de la personne puisse cheminer à travers cette illustration-là, à travers cette métaphore, pour arriver à progresser dans le sens qu'elle veut, bien sûr. C'est elle qui change. Voilà. Quels sont les états d'hypnose, les différents états de conscience? On est en train de parler, ou du moins je parle et vous écoutez, on est en onde alpha, en onde bêta, pardon. On est en onde bêta.
c'est une fréquence. Voilà. Dans un électroencéphalogramme, il y a plusieurs aiguilles, il y a le bêta qui est comme ça. Bon. Je sens que certains d'entre vous commencent à descendre en alpha, là, déjà. Hein, on n'est pas en hypnose, mais ça commence à baisser. Donc, ça veut dire que vous êtes tranquille. L'état émotionnel est à peu près calme, voire rien, tranquille. Et donc, vous êtes dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire que vous vous reposez. L'hypnose, c'est un état naturel. Vous rentrez le soir, par exemple, vous êtes fatigué de votre journée, et vous vous calez dans le fauteuil, et puis vous regardez par terre le tapis. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, regardez le tapis. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'émotion, vous êtes vraiment fatigué, et vous vous accordez le droit de vous reposer. Eh bien, au bout de quelques minutes, vous vous êtes placé en alpha, c'est-à-dire que vous êtes placé en auto-hypnose. C'est pas autre chose, l'hypnose, c'est que ça. Hein. C'est juste un état de calme émotionnel où la partie gauche, c'est-à-dire la structure, n'existe plus, elle n'a plus envie, elle est tellement crevée qu'elle n'a plus envie de penser, et je me pose, tac, voilà. Et bien en quelques minutes, vous êtes en auto-hypnose, simplement, et donc vous êtes en alpha. On retrouve cette phase alpha-là dans la méditation, pour ceux qui en font. Mais dans la pêche à la ligne aussi. Un pêcheur à la ligne qui regarde le bouchon pendant 2 heures, il est en alpha total. Et il se fait du bien. Il se fait du bien. Alors, Theta, c'est un état de méditation profonde qui n'est pas forcément intéressant de chercher. Hein. Voilà. Certaines personnes qui ont vraiment l'habitude arrivent à descendre dans ces états-là. Mais que ce soit en hypnose ou en auto-hypnose, ça n'a aucun intérêt. Il est dit même qu'il y a 3 niveaux d'hypnose. L'hypnose légère, moyenne, profonde. Donc dès qu'on est en alpha, ça suffit largement. Ça n'est pas la peine d'essayer de descendre plus loin parce que ça ne change rien. Hein. Voilà. On met plus de temps à remonter dans la réalité, mais sinon ça ne change rien. Alors, si vous avez une chose à retenir, c'est ça. L'ancrage. L'ancrage, c'est un rituel. C'est un rituel que je vais vous proposer de vous inventer ce soir, là, ou plus tard, si vous voulez, chez vous. C'est un rituel qui permet de retrouver la même notion que le doudou quand vous étiez petit. Voilà. À quoi ça sert le doudou? On va dire, le Père Noël a donné à ce petit enfant une petite peluche. Bon, il est content, il ouvre son paquet, et puis c'est tout, c'est une peluche, il en a peut-être encore 10, il s'en fiche. Bon. Et puis progressivement, un jour il prend la peluche, il joue avec, l'autre jour il est en colère, il donne un coup de pied, etc., etc. Et on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il prend cette peluche en disant c'est mon mien, personne ne peut le toucher. Même pas maman pour le laver. C'est mon mien. Si vous lui arrachez, il se met à hurler. Le parent inconscient dit il fait des caprices. Eh bien non, il ne fait pas un caprice. Il est en train d'exprimer une insécurité insupportable. Parce qu'on lui a enlevé son objet qui régule les émotions. Il est fâché ou il vient se faire gronder. Bon, il pleure, il prend son doudou et puis il va se consoler. Il est hyper excité parce que ma cousine vient faire du vélo, etc., etc. Il prend son doudou pareil. C'est un régulateur d'émotions. Donc ça veut dire que notre cerveau a besoin de régulateurs d'émotions. Ceux qui sont dans les addictions vont utiliser un autre régulateur d'émotions, c'est la cigarette, c'est l'alcool, c'est le chocolat, etc., etc. Eh bien, je vais vous proposer ce soir de vous recréer un doudou. Donc je ne suis pas le Père Noël, je ne vous donnerai pas des pluches, mais de vous créer un ancrage. Alors au cabinet, l'ancrage, on le met plutôt sur un doigt d'une main, hein, parce que c'est plus facile, c'est discret, voilà, je touche, je prends ton pouce, voilà, et puis je vais faire ça, et j'appuie sur le pouce. Bon, c'est discret, on peut faire ça tout le monde, il n'y a pas de souci.
Mais on pourrait le faire là. On pourrait le faire là. Hein, sauf que socialement, c'est moins intéressant. Donc l'idée, c'est ça. C'est de pouvoir fixer notre mental, et en particulier notre inconscient, sur une sensation kinesthésique. Alors, essayez. Fermez vos yeux si vous avez envie. Et puis, vous allez toucher les doigts d'une main, voilà. Et puis, vous regardez s'il y en a un qui est plus sympa que les autres. Et puis, celui qui est plus sympa que les autres, ben, vous dites, voilà, ça va être celui-là. Prenez votre temps. Voilà. Vous l'avez trouvé ou vous continuez à chercher. C'est bien. Notion kinesthésique. Après, on va y mettre une phrase. Et vous vous souvenez que la phrase, elle doit être positive, de façon affirmative. Et cette phrase-là, ou ce mot, des fois c'est juste un mot simplement, pour aller dans le sens du travail que vous voulez obtenir. Alors, j'ai mis quelques phrases là, mais vous pouvez vous trouver celle que vous voulez. Hein. Toujours au présent. C'est toujours comme si j'avais réussi. Alors évidemment, je suis conscient que je n'ai pas réussi puisque je n'ai pas encore commencé. Hein. Mais je me visualise ce que mon cerveau est capable d'imaginer devient une réalité pour lui. Donc je visualise déjà l'objet de ma réussite. Je vais travailler dans ce sens-là. Même si c'est loin, même si c'est longtemps, même si c'est haut, je visualise que c'est possible pour moi parce que j'en ai envie. Alors tu es en sécurité, tu vas mieux, etc. Vous pouvez lire, mais toutes les phrases sont bonnes si elles sont avec cette structure-là, hein, au présent et de façon affirmative. Bien. Et puis on va imaginer un triangle, une pyramide comme ça. Ces trois éléments sont aussi importants. On a la notion kinesthésique, on a la phrase, et maintenant, vous allez mettre l'émotion qui correspond à cette phrase. C'est-à-dire, si je ne suis pas en train de rabâcher la table de multiplication en pensant à autre chose. Si je dis « tu as la force en toi », pourquoi on se tutoie? C'est parce que c'est la partie du cerveau qui a envie de changer, qui va parler à celle qui n'a pas envie de changer. Donc c'est l'inconscient qui va stimuler le conscient en disant « viens avec moi, je t'accompagne et tu peux changer en toute sécurité ». Vous allez vous répéter. Alors si vous l'avez, ben cette phrase, c'est très bien pour vous. Vous allez le faire. On va rester un petit moment en silence comme ça. Vous allez vous répéter 5 fois, par exemple, cette phrase, avec la notion kinesthésique, la phrase et l'émotion. Voilà. Peut-être, c'est une première expérience pour certains, peut-être qu'il n'y aura rien de spectaculaire. Mais peut-être que vous allez ressentir une forme d'émotion particulière, une espèce de tranquillité intérieure ou d'apaisement. Voilà, expérimentez ça. Pour l'instant, ce n'est pas un doudou. Pour l'instant, c'est juste le Père Noël qui arrive et qui vous pose quelque chose. Pour que ça devienne un doudou, il est nécessaire que ça devienne un réflexe conditionné. Et là-haut, j'ai mis réflexe de Pavlov. Peut-être certains vous connaissez, on va en reparler. Pavlov était un savant soviétique, donc de l'époque soviétique, c'est dans les années 40-50, qui étudiait le cerveau humain. Évidemment, il ne pouvait pas le faire avec des humains, donc il prenait des rats et son chien. On va parler du chien. Il rentrait le soir, le chien lui faisait des fêtes, il donnait sa gamelle, c'était comme ça depuis des années. Bon. Là, il dit, hop, je vais reprogrammer le cerveau de mon chien. Il rentre le soir, et au lieu de donner la gamelle, il va s'asseoir sur le fauteuil et caresse le chien. Pas de problème. 1 mois, 2 mois, 3 mois, si vous avez un chien, vous savez qu'on peut lui donner les habitudes qu'on veut. Okay. Pour l'instant, il n'a rien démontré scientifiquement. Pendant ces 3 mois-là, il
faisait tinter une petite clochette et il allait donner la gamelle. Au bout de 3 mois, il dit maintenant j'ai besoin d'une démonstration scientifique. Il fait tinter la clochette et il ne bouge pas. Le chien, il y allait quand même. Bon, le maître le caresse, il continue de se faire caresser. Au bout d'1 minute, Pavlov constate que le chien se met à baver. Donc ça voulait dire que la clochette avait déclenché dans le cerveau du chien le réflexe conditionné de digestion, puisque la salive, c'est déjà le début de la digestion. Donc il avait démontré qu'un élément extérieur, un stimuli extérieur, rien à voir avec l'alimentation, pouvait modifier le comportement. Eh bien, le doudou, c'est ça. Voilà. Vous allez le faire, le refaire encore, 10 fois par jour. Comme le petit enfant qui prend son doudou, en permanence. Et je vous suggère de commencer, si vous, on va dire, tu es en paix avec toi-même, pour changer un peu, tu es en paix. Je vous suggère de le commencer quand vous êtes à peu près en paix. C'est-à-dire le soir à la maison, avant de coucher, le matin. Bon. Parce que si vous êtes en colère et que vous dites tu es en paix pour la première fois, ben ça ne va pas marcher. Bon. Moi j'aime bien l'image, j'ai un petit macaque là, sur l'épaule gauche. C'est le petit macaque qui est tout le temps en train de s'agiter et qui est en train de me dire mais non, tu n'y arriveras pas. Bon. Toujours en train de me rabaisser et toujours en train de me dire que je ne devrais pas changer puisque dans sa zone de confort, le macaque il est mieux. Voilà. Eh bien, on fait taire le macaque. Mais avant de le faire taire, il faut que le... Enfin, il faut... Oui. Avant de le faire... Oui, ça dure. Hein. Avant de le faire taire, il est nécessaire de l'apaiser. Voilà. Et vous allez l'apaiser avec la durée, c'est-à-dire l'habituer progressivement, conditionner votre cerveau à dire j'ai envie d'être en paix. Tu es en paix, c'est ça, j'ai envie d'être en paix. J'ai envie de vivre ce sentiment-là. Voilà. C'est un programme de vie. Hein. Je vous vois hausser les sourcils, mais c'est vraiment un programme de vie. Hein. Mais c'est possible. Voilà. Ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'on ne doit pas commencer. Donc c'est un début. Voilà. Après, voilà, si vous avez, on va passer aux questions maintenant, si vous avez envie d'avoir des éclaircissements. Quand il y a des blocages, eh bien, on revient à tout ce qu'on a dit en avant. C'est-à-dire, s'il y a blocage, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que je suis allé trop vite ou que j'affronte un traumatisme trop important. Alors, ça c'est intéressant aussi. Si vous êtes accompagné avec un praticien, ben, lui, il a l'habitude, il va vous amener progressivement. Hein. Mais si vous voulez expérimenter l'auto-hypnose tout de suite, et que vous dites « Ah bon, alors j'ai vu sur YouTube, et puis j'ai acheté un livre, et puis je suis venu à la conférence, alors je commence ce soir. » Bon. Et je commence ce soir par dire, je ne sais pas, une difficulté de vie, ou simplement, je veux me libérer du tabac. Bon. Ça va bloquer. Ça va bloquer parce que vous allez trop vite. Hein. D'abord, il est nécessaire de comprendre notre fonctionnement, et puis de s'entraîner progressivement. L'ancrage, par exemple. Eh bien, 1 mois. Si vous le faites régulièrement, au bout d'1 mois, ça commence à être bien, mais régulièrement, c'est 10 fois par jour. 2 mois et 3 mois, ça semble être le conditionnement idéal. Voilà. Et l'intérêt de cet ancrage, c'est que c'est à vie. Votre cerveau ne l'oublie jamais. Réflexe conditionné, vous le programmez, vous le formatez pour être dans ce sens-là, c'est à vie. Dès que vous allez le faire, tac, ça marche. Alors ça marche, moi je l'ai ici. Hein. Dès que je le fais, j'ai même plus besoin de dire la phrase maintenant, dès que je le fais, eh ben, je sens, voilà, ça commence à aller mieux. Quoi. Il y a comme des endorphines qui... Mon cerveau envoie des éléments de satisfaction simplement par le conditionnement. Voilà. Comme Pavlov, son chien qui se met à saliver, c'est la même chose. Hein. Donc s'il y a blocage, ben, revenez un petit peu en arrière en disant, bon, je vais commencer par m'habituer progressivement à des choses toutes simples. Bon, ça se fait en formation. C'est pour ça que la formation, ça dure 6 mois.
par tranche d'un après-midi par mois, un dimanche après-midi par mois, c'est parce qu'on va commencer par faire des exercices tout simples, mais qui ne vont pas aller chercher le problème. On va commencer par expérimenter ça. On pourrait donner une image. Un petit enfant qui découvre, il a sur la plage là, et il découvre avec son masque, il découvre d'aller sous l'eau. Bon. D'aller sous l'eau, ça peut lui faire peur. Ben ouais, parce que même sans parler de phobie, simplement parce que c'est pas le même univers. Son cerveau n'est pas habitué à ça. Donc l'idée, c'est de lui faire comprendre que déjà, il peut être au bord de la plage, en toute sécurité. Il a de l'eau jusqu'aux genoux, ok. Et puis il va regarder ses pieds. Et puis hop, dès qu'il a besoin, il ressort la tête dehors pour retrouver son environnement sécurisant. Donc il est en permanence en train d'expérimenter, de revenir, d'expérimenter, de revenir. Eh bien l'idée c'est ça, c'est de progressivement arriver dans cet état d'auto-hypnose, avec une technique ou sans technique, mais sans aller chercher le problème tout de suite. S'il y a vraiment problème, ça sera dans 6 mois, dans 1 an. Hein. Mais d'abord, c'est la découverte. La découverte de quoi? Eh bien, on ne sait pas. C'est la découverte de quelque chose, de ce que je suis moi-même. Et je ne sais pas ce que je suis, puisque je suis habitué à être formaté par le « il faut que » et à être en représentation. On pourrait dire il y a la personne, la personnalité. Persona, c'est l'image du comédien qui représente un rôle. Et puis il y a moi. Ce personnage social, il obéit à des règles. Mais peut-être que ce n'est pas ça. S'il y a trop de décalage entre les deux, il y a souffrance. Et donc s'il y a décalage et que vous allez chercher trop loin, trop vite, eh bien, vous allez vous faire peur. Et sous l'eau, vous allez voir des requins, vous allez voir des monstres, qui sont vos propres représentations. Voilà. Et donc, il y a une nécessité d'approche progressive, guidée. C'est plus facile si c'est guidé, bien sûr. En principe, dans l'auto-hypnose, on se tutoie. C'est l'inconscient qui parle au conscient qui n'a pas envie de changer. Mais la pratique, je m'aperçois que je propose ça aux patients, et puis il y en a qui disent « Non, moi je préfère dire je ». Alors tu fais comme tu veux. Il n'y a pas de règle. L'important, c'est que tu te sentes bien. Tu vois? L'idée, c'est ça. Il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de « il faut que ». Il n'y a pas de règle vraiment impérieuse. Comment je vais expérimenter ça? C'est une expérience vraiment personnelle. Et si c'est possible? Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un potentiel merveilleux. Mais on ne sait pas le trouver. Voilà. Il y a une espèce de trésor. Et ce trésor-là, parce qu'il y a des croyances limitantes où on ne se donne pas le droit. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est le trésor, justement. La personne, elle est en état d'hypnose et je lui propose de voir devant elle un trésor. Voilà. Alors c'est un coffre, un vieux coffre en bois, comme dans les contes, comme dans les livres. Et puis comme elle est dans son rêve, elle a le droit de l'ouvrir, puisque c'est son coffre, c'est son rêve. Alors elle l'ouvre. Et puis, il sort plein de petites étoiles, merveilleuses. Ça peut être des fées, ça peut être des génies, vous imaginez ce que vous voulez. Et ce sont vos qualités. Ah, pas mal. Combien vous en voyez? Est-ce que vous voyez quelque chose? Il y a des tas de gens qui ne voient rien. D'autres qui voient un petit peu, d'autres qui imaginent, etc. Vous voyez? Donc c'est une approche de nos propres qualités. Après, dans le trésor, il y a encore d'autres choses, etc. Je ne vais pas tout faire la science. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a un potentiel incroyable. De beauté, de réussite et de force intérieure. Sauf que, voilà, c'est un peu caché, on ne sait pas trop où c'est. Et donc, l'idée, c'est de progressivement, en étant aidé ou pas aidé, encore une fois, de se dire, j'ai envie d'aller voir ce trésor-là, j'ai envie de le découvrir, mais d'y aller progressivement. Est-ce qu'il y a des personnes non hypnotisables ou est-ce que tout le monde est hypnotisable à divers degrés et comment on fait pour atteindre ces degrés? Très bonne question. Alors, on a vu tout à l'heure que l'hypnose était pratiquement naturelle. Donc les statistiques, alors ça a la valeur des statistiques. 5 à 8% de personnes totalement inaptes à l'hypnose. Dans ces 5%,
on y intègre toutes les pathologies, schizophrène, bipolarité, etc., etc. Donc il reste assez peu de monde non pathologique qui soit pas ou pratiquement pas hypnotisable. Il y a la même fréquence, il y a la même somme entre 5 et 8% de personnes hypersensibles. C'est-à-dire qu'ils vont être complètement happés par la proposition, vont adhérer tout de suite. Et on l'a dit tout à l'heure, au début de la séance, que généralement, c'était des personnes qui ont un imaginaire très développé. Voilà. Alors, ce n'est pas en claquant des doigts. Ça peut l'être, comme Mesmer le fait, mais avec 10 séances d'entraînement. Voilà. Ça veut dire que ces gens-là ont envie d'être hypnotisés. Et donc, ils vont adhérer totalement à la proposition. Maintenant, si vous allez voir un praticien, pour ça, il est évident que ça veut dire qu'en gros, vous avez confiance dans la technique. En gros, même si vous ne le connaissez pas, vous allez progressivement lui faire confiance et que vous allez adhérer à sa proposition puisque vous êtes venu pour ça. Hein, même si le mental a des réticences encore. Mais c'est son travail de casser ces réticences. Voilà. On a des outils quand même. Hein, voilà. Des outils très calmes, mais qui sont très efficaces, qui permettent de défaire ces blocages-là pour que le cerveau puisse s'installer tranquillement dans cet état d'hypnose. Mais entre cette fourchette basse et cette fourchette très haute, il y a une multitude de variantes qui font qu'il y a des gens qui sont plus ou moins hypnotisables et que c'est tout l'intérêt du praticien, c'est de pouvoir justement utiliser le bon outil pour l'amener à être dans cet état d'hypnose. Voilà. Et si vous voulez faire de l'auto-hypnose, eh bien c'est à travers le temps. Alors l'auto-hypnose, c'est beaucoup plus long, évidemment, puisqu'il n'y a personne pour vous guider. Et automatiquement, vous allez être plus dans la recherche, dans l'échec, enfin pas dans la non-réussite, on va dire. Et puis progressivement, il y a des petites réussites. Mais si on a envie d'évoluer, eh bien, à la limite, je vais vous dire, si l'hypnose et l'auto-hypnose ne correspondent pas, il y a une multitude de disciplines qui font qu'on a envie d'évoluer. La psychologie, enfin, il y a plein d'autres disciplines modernes qui nous permettent de comprendre notre fonctionnement et d'évoluer. Je ne suis pas que vendeur de ça. Je suis vendeur de rien. La notion d'insécurité dans la petite enfance. On a tous vécu ça, et c'est normal, c'est la vie. On peut considérer qu'on est tous des multi-traumatisés de la vie, même si on n'a pas vécu des états de souffrance épouvantables, mais on a en permanence vécu des petits traumatismes d'insécurité, parce que maman elle m'a enlevé mon doudou, parce que maman elle est partie et puis que je me suis retrouvé tout seul dans la pièce et puis que je ne savais pas où elle était, même si elle était dans la cuisine et que je me suis mis à pleurer. Donc, petite insécurité. Par contre, il y a des enfants qui vivent de grandes insécurités. Ça peut être le cas, par exemple, dans la séparation, d'un deuil, etc. Donc là, il y a vraiment une cassure et il y a une insécurité. S'il y a trop d'insécurité dans l'univers de l'enfant, il est obligé de se la créer lui-même. Ça veut dire que les adultes qui sont autour de moi, papa, maman, les frères, les sœurs, et les grands-parents, etc., mon petit monde ne m'amène pas la sécurité dont j'ai envie, dont j'ai besoin en tant qu'enfant. Donc je me la crée. C'est-à-dire que je me mets des systèmes de contrôle qui vont faire en sorte que je suis toujours dans le contrôle. Et on arrive après à avoir des adultes qui sont en hyper-contrôle. Ils veulent tout contrôler. Ce qui se passe chez eux, ce qui se passe chez les autres, et contrôle de leurs propres émotions. Rien ne passe. Tout est bloqué. Tout est bloqué par sauvegarde. Parce qu'il n'y a pas eu cette mise à jour de fait. Donc, le comportement du petit enfant de l'époque qui était dans le contrôle par nécessité, puisque sa vie ne pouvait pas lui donner autre chose, eh bien, il va continuer en tant qu'adulte à avoir ce même comportement. Alors, généralement, c'est un comportement de blocage. Ce n'est pas un comportement de stimulation, d'évolution. Il est nécessaire, pour pouvoir évoluer, de retrouver notre propre sécurité. Je suis capable, en tant qu'adulte maintenant, de me définir
mes sécurités, mes critères de sécurité. Quels sont-ils? À moi de les trouver. Comment je vais trouver cet équilibre? Eh bien, c'est peut-être en faisant un travail pour moins contrôler mes enfants, moins contrôler mon conjoint, moins contrôler au niveau du travail, pour être un peu plus cool, c'est-à-dire relâche, et m'apercevoir que je suis toujours en sécurité, même quand je relâche un peu la garde. Donc ça veut dire qu'il y avait un excès. Alors vous allez faire un effet, et puis vous allez toujours pareil, c'est de la progression, elle n'est jamais linéaire, elle est comme ça. Et puis progressivement, vous allez constater que, oui, c'est très confortable de lâcher prise un peu pour pouvoir évoluer vers autre chose. Mais cette notion de sécurité dans la petite enfance, elle est fondamentale parce que toutes les addictions d'adultes viennent de l'insécurité. Alors, est-ce que l'auto-hypnose ressemble à de la méditation? On va retrouver le même état alpha, sauf que c'est le contraire. Dans la méditation, la finalité, c'est de ne pas avoir de pensée. Donc, c'est la finalité. On n'y arrive jamais. Hein, bon. Mais c'est comme ça. Donc, je vais chercher un état émotionnel neutre. Je vais chercher la non-pensée ou le moins de pensée possible. Bien. Dans l'auto-hypnose, c'est l'inverse, parce que je me parle. Je me fais descendre moi-même en état d'hypnose, à travers des métaphores, etc., descendre un escalier, monter un escalier. Enfin, je me mets moi-même, à travers des mots, mes mots, je me raconte une histoire, à voix haute ou à voix basse, hein, mais je me raconte une histoire. Donc, c'est toujours une partie de moi-même qui guide l'autre partie. Et donc, c'est l'inverse de la méditation, puisque dans la méditation, je vais déjà, si c'est possible, être le plus calme et ne pas parler. Mais, puisque je fais les deux, l'expérience montre que, par exemple, il y a des jours où je me mets en méditation. Bon. Et puis, j'ai un truc dans la tête, j'y arrive pas. Bon. J'y arrive pas, je peux dire, tant pis, je repars à faire ce que j'ai à faire. Eh bien non. J'utilise l'auto-hypnose pour me faire descendre tranquillement, je me parle, et puis progressivement, j'ai plus besoin de parler, et puis progressivement, ce sont les images qui arrivent, et tac, 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 et c'est parti. Donc je suis plus trop en méditation. Alors, oui, ça, c'est une forme de yoga nidra. Alors c'est un petit peu complexe. Le yoga nidra, c'est un yoga particulier. Nidra, ça veut dire sommeil. Hein. C'est un yoga qui amène la personne à la limite presque de sommeil. Eh bien, l'état d'alpha, c'est quand vous allez vous endormir, vous êtes dans cet état alpha avant de passer en delta. Le sommeil, c'est delta. Enfin, une phase de sommeil, c'est delta. Alors, à quoi on voit? Eh bien, vous avez sûrement fait l'expérience, vous avez des petits tressautements comme ça. Voilà. Eh bien, moi, mon critère, c'est quand la personne, je vois ses mains qui font ça, les yeux qui bougent, il a les yeux fermés, je dis c'est bon, on peut y aller, je peux raconter mon histoire, elle est en hypnose. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment des états naturels. Hein. Donc, pour revenir à l'état de méditation, le yoga nidra, c'est le yoga qui va amener progressivement à travers des mots, à travers du paraverbal, c'est-à-dire un rythme de voix très lent, qui amène progressivement à cet état qui peut ressembler à l'état d'hypnose. Hein. Très souvent, moi je vois à la fin d'un cours de yoga, je vois les gens qui ont les doigts qui bougent comme ça, je dis celui-là il est en hypnose, c'est bon, et puis c'est bon, il est bien. Hein, tu vois, c'est de l'hypnose légère, mais c'est pareil. Quoi. Mais on ne peut pas dire que l'auto-hypnose ce soit de la méditation parce que je me parle. Hein, c'est pas le même outil. Quoi, hein. Mais on arrive au même bien-être par contre. Voilà, on arrive au même bien-être. Si je suis assis dans le fauteuil le soir en me reposant et que je regarde le tapis, c'est juste simplement, je n'ai pas de but, c'est juste me mettre dans cet état-là. Hein. On parlait de l'état. Être en état et après de faire un travail c'est pas pareil. Hein. Pour faire un travail d'auto-hypnose, il est nécessaire d'être dans cet état alpha-là, avec différents outils. Hein. Et une fois que je suis dans cet état alpha-là, eh bien, je vais commencer mon protocole que j'ai défini avant en état ordinaire de conscience,
avec l'habitude, on peut programmer ses rêves, mais on peut programmer son sommeil. C'est un exemple intéressant. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la traversée de l'Atlantique avec des gens qui traversaient l'Atlantique en une semaine, avec des bateaux hyper puissants. Quand on fait des courses comme ça, si on veut gagner, il est nécessaire, obligatoire, de faire de l'auto-hypnose. Pourquoi? Parce que le rythme, c'est 2 heures à la barre, 15 minutes au lit. 2 heures à la barre, 15 minutes de sommeil. Le français moyen, généralement, c'est 15 minutes pour commencer à s'endormir. Donc, si je commence à m'endormir et qu'il faut se remettre à la barre, ça ne marche pas. Bon. Donc, obligatoirement, eux, ils passent par cette phase d'apprentissage où, eh bien, je dois nécessairement apprendre à m'endormir instantanément. Il y a un autre exemple que je vais vous donner d'un monsieur que je connais qui s'appelle Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, c'est celui qui pilote Solar Impulse. Mais avant, il avait traversé la planète avec un ballon. Et c'est un psychiatre. Il n'est pas que pilote, ce mec. Il est psychiatre. Et donc, dans une autre vie, j'ai piloté des avions aussi. Et donc, on s'est vus, on s'est rencontrés souvent lorsque j'étais dans ce monde-là. Bertrand, il disait, je me suis conditionné. J'inspire, je serre le poing, sommeil. Et lui, il n'avait même pas besoin d'un réveil. 15 minutes après, son inconscient le réveille. Vous vous rendez compte? Alors, c'est pas venu du jour au lendemain, hein, mais ça veut dire que notre cerveau, il a un potentiel énorme. Il est capable d'apprendre. Il suffit simplement d'apprendre à le programmer, de lui laisser du temps, de lui laisser le temps de ne pas réussir tout de suite, de progresser, de revenir en arrière. Voilà. Toujours pas.